D'ailleurs, c'est là que notre ami Bohr arrive avec son modèle. Il jouait avec des spectres d'émission de gaz bien particuliers. Fait que vous pourriez prendre par exemple de l'hydrogène, un gaz d'hydrogène, puis vous le chauffez en masse, vous faites passer un courant électrique dedans par exemple, il va se mettre à émettre de la lumière, une lumière un peu bizarre. Puis si vous faites passer ça à travers un prisme de verre, ça va subdiviser la lumière en 3 vaisseaux. On en voit 3, 4, là. Un rouge, un vert, un bleu, puis un bleu différent. Pour ceux qui sont bons en couleur, je m'excuse. Fait que quand l'hydrogène émet sa lumière, là, il émet que 4, grosso modo, lumières visibles. Pourquoi? Quand on prend de l'hélium, ça émet d'autres longueurs d'onde. Quand on prend du tungstène, tiens, ce qu'il y avait dans des ampoules anciennement, quand on chauffe du tungstène, ça émet d'autres longueurs d'onde bien particulières. Si vous aviez un vieux pôle comme moi, les ronds circulaires, là, quand vous chauffez ces éléments chauffants-là, il se met à émettre certaines lumières bien particulières. Chaque atome a ses propres couleurs qu'on est capable de quantifier en énergie. Mais tu sais, lui, il jonglait avec ça, là, puis il se demandait comment ça se fait que plus je chauffe quelque chose, plus... oui, l'intensité augmente, mais tu sais, pourquoi on n'émet pas de plus en plus de violet? Le violet, en physique, est beaucoup plus chaud que le rouge. Mais non, la couleur reste toujours la même, mais juste plus intense. Pourquoi c'est toujours ça? Fait qu'à force de jouer avec son modèle, maintenant, à force de tourner en rond, il a imaginé de quoi? Ça vous fait-tu penser quelque chose si on prend ces... je m'amuse là. Tous ces raies-là, puis on les fait tourner. Ça ne vous fait pas penser au modèle de Bohr, justement. C'est peut-être un peu comme ça qu'il s'est imaginé son atome d'hydrogène. Fait imaginez un électron là, qui est sur le niveau 3, puis qui chute au niveau 2. Il perd de l'énergie, mais rien ne se perd, rien ne se crée. Où s'en va l'énergie? Ben, il pourrait émettre un rayon de lumière bien précis. Fait qu'en passant du niveau 3 au niveau 2, ça émet un rayon de lumière rouge. S'il passe du niveau 4 puis il tombe au niveau 2, ça émet un rayon de lumière vert. S'il passe du niveau 5 au niveau 2, il émet un rayon de lumière bleu. S'il passe du niveau, là je suis rendu où? X, puis tombe au niveau 2, ça envoie un rayon de lumière bleu différent, ainsi de suite. Fait que c'est là qu'il a imaginé que, hey, l'atome là, que Rutherford a dessiné, d'après moi, il y a des niveaux d'énergie bien définis, puis les électrons peuvent sauter de l'un à l'autre, puis ils n'ont pas le droit d'être entre les deux. Un peu comme un ascenseur. Si vous êtes au 4e étage, vous pouvez pitonner sur le 3e ou le 2e, mais vous ne pouvez pas aller au 3.5. À moins que vous soyez chez Harry Potter, là ça fonctionnerait. Mais autrement, non. Mais ça permettait d'expliquer son expérience. Quand il chauffe un gaz, ça émet des couleurs bien particulières. Pourquoi ça n'en émet pas entre? Pourquoi ça n'émet pas une espèce de orangé, un jaune? Pourquoi ça en... Parce qu'il n'y a pas de niveau entre. Pourquoi? Il ne savait pas encore, par exemple. Ça, il ne pouvait pas l'expliquer. Mais il constatait que chaque atome avait son propre niveau d'énergie. Bien, déjà là, c'était un peu de physique quantique. Tu sais, quantique, c'est quantifié, c'est que tu as le niveau 3, tu as le niveau 2, tu as le niveau 1 et rien entre. Ça fait des niveaux quantifiés comme ça et non pas des niveaux continus. J'ai peut-être quelque chose pour vous autres. Vous ne m'aimerez pas, attendez un peu. En physique, ça faisait un petit bout de temps qu'on connaissait qu'il y avait des domaines où les choses étaient quantiques et non pas continues. Prenez une flûte, par exemple. J'espère que ça n'a pas pété le micro. Ah, vous ne voyez pas mes doigts, attendez. Ah, je l'ai peut-être eu. Hey, en ne bougeant pas mes doigts, j'ai pu faire plusieurs notes. Fait qu'en augmentant la quantité d'énergie qui passe dans ma flûte, j'émettais un son. Et là, même si j'augmentais ma quantité d'énergie, j'émettais tout le temps ce son-là. Puis rendu à un certain niveau, hop, je me mettais à siffler une note encore plus aiguë. Rendu à un autre niveau, hop, je me mettais à siffler une autre note. Fait que mon accélération au niveau des notes était quantifiée, quantique. Elle n'était pas continue. Tu sais, quand tu accélères dans ton char, ça passe de 0 à 1 km/h, 2 km/h, 3 km/h. Imaginez que votre char, comme la flûte, fait... Non, attendez, ça ferait quoi?
Votre char, vous êtes à 0, bang, vous êtes à 10, bang, vous êtes à 50 km/h. Ça serait un peu weird sur les autoroutes. Les gens accéléreraient comme des débiles, passeraient, mettons, de 100 à 120 km/h. Remarquez, ça serait peut-être plus simple pour l'étiquette. Non, j'allais à 19,5 km. Non, non, quantifié. Tu allais soit à 100, soit à 120, ça va pas bien. Ben, c'est ça. Il y a de la physique qu'on connaissait. La musique, entre autres, là, c'est de la physique quantifiée où on a certains niveaux seulement qui existent. Bohr était tombé justement sur de la physique quantifiée. Des électrons pouvaient être soit au niveau 1, soit au niveau 2, soit au niveau 3, puis jamais entre les deux. Déjà, c'était l'origine de la physique quantique. Fait que ça, vous le faisiez déjà au secondaire 6? Non, c'est rien. Fait que vous faisiez déjà de la physique quantique, c'est parce que les électrons étaient à des niveaux quantifiés. Mais ça ne résout pas le problème de l'électron qui tourne, là. Pour Bohr, l'électron tourne encore. Fait qu'il y a encore une couple de choses à éclaircir. Mais quand même, il a permis d'améliorer le système de Rutherford. Ça a permis de réaliser quelque chose d'autre aussi. Quand, vous le savez maintenant, un atome a sa propre signature spectrale, c'est-à-dire qu'il émet ses propres rayons de lumière. Dans le cas de l'hydrogène, c'est le rouge, le vert, le bleu. Si c'était de l'hélium, ça serait des couleurs différentes. Si c'était de l'uranium, ça serait beaucoup plus de couleurs différentes. Fait que chaque atome a ses propres niveaux d'énergie. Mais ça veut dire qu'il est capable d'absorber aussi. Prenez un nuage de gaz d'hydrogène. Par exemple, entre la Terre et une autre étoile, il y a un nuage de gaz d'hydrogène. La lumière passe à travers ce nuage de gaz-là. Les électrons sont capables d'absorber seulement que les énergies de lumière, les rayons de lumière qui ont l'énergie pour monter du niveau 1 au niveau 2. Si le rayon de lumière arrive, là, puis il y a l'énergie nécessaire pour passer du niveau 1 à 1.5, le rayon de lumière n'est pas absorbé et passe tout droit. Comme pour ma flûte. Quand je sifflais, même si je sifflais à 1.5, c'était une note 1 qui sortait. Même si je sifflais à 2.9, ben c'était la note 2 qui sortait. C'était pas la note 3. La flûte, elle n'avait rien à faire d'arrondir. C'était quantifié pour elle. Tant que tu ne me donnes pas l'énergie pour sortir ma troisième note, je ne la sortirai pas. J'imagine tous les parents de Sorel se boucher les oreilles parce que tout le monde joue avec la flûte. Donc, je disais qu'on est capable d'identifier les gaz interstellaires. Quand la lumière passe à travers, puis que seulement que certaines longueurs d'onde sont bloquées par le nuage de gaz, on est capable donc de retrouver le type d'atome qu'il y a dans ce nuage de gaz-là. On vient de découvrir récemment là, la surface de Vénus qui avait un peu de pH 3. Que cette molécule-là, Caline, plus souvent qu'autrement, elle est générée par du vivant. Fait que si on a détecté une molécule comme ça sur Vénus, c'est parce qu'il y a de la lumière qui a passé à travers l'atmosphère de Vénus. Les molécules capables d'absorber la lumière l'ont fait à seulement que certaines raies bien précises. Fait qu'on regarde le spectre d'absorption. S'il manque ces rayons de lumière-là et que ce sont les rayons de lumière justement qui auraient été capables d'émettre un électron d'hydrogène, c'est que c'était de l'hydrogène. Si c'est le même spectre que du pH 3, mais l'inverse d'un spectre d'émission, ben c'est que c'est du pH 3. Regardez ça, ce qui se passe. Fait qu'imaginez, on est en train de regarder Vénus, ou on est en train de regarder le nuage de gaz qui est loin dans la galaxie. Puis il y a un rayon de lumière qui veut passer à travers le nuage de gaz pour venir à nos yeux, mais malheureusement pour lui, ce photon-là, ce rayon de lumière-là, cette onde électromagnétique-là, ces trois synonymes, il y a exactement l'énergie nécessaire pour amener un électron d'hydrogène du niveau 2 au niveau 3. Fait que quand il va arriver à l'électron, il va être absorbé par l'électron, il va monter au niveau 3 et il ne sera pas capable de passer de l'autre côté du nuage. Et ce faisant, on ne verra pas cette couleur-là de l'autre côté du nuage. C'est pour ça que c'est exactement la même couleur. Si je reviens dans le temps ici, mon électron était au niveau 3. En chutant au niveau 2, comme chaque atome a ses propres niveaux d'énergie, en passant du 3 au 2, il envoie un rayon de lumière qui est très précis
une seule longueur d'onde. Fait qu'il envoie ce rayon de lumière-là. Et il se passe la même chose pour un atome qui était à l'état non excité. Hein, ici, notre atome était excité, son électron n'était pas à sa place. Là. Il était habitué d'être au niveau 1, l'électron. Là, il était au niveau 3, il était bien excité. D'ailleurs, on passait du courant à l'intérieur du tube cathodique pour qu'il émette de la lumière. Hein. Bohr, il excitait, il chauffait ou il électrifiait des gaz pour qu'il émette de la lumière. Comme votre tronc de cuisine, il n'émet pas de la lumière d'une façon naturelle, il faut l'exciter. Il faut amener les électrons à des niveaux supérieurs, puis à chaque fois qu'ils redescendent, il émet de la lumière. Fait qu'à chaque fois que vous montez des électrons, ils redescendent, il émet de la lumière. Fait que ce soit en passant un courant électrique ou en chauffant à blanc du fer, mettons, ou de l'acier, vous allez émettre de la lumière. Pourquoi? Parce que les électrons vont monter de niveau d'énergie, puis à chaque fois qu'ils vont redescendre, ils vont émettre de la lumière. Puis vous allez émettre comme ça, c'est cette espèce de signature spectrale-là qui est propre à chaque atome. Et Bohr, lui, travaillait tout le temps sur l'hydrogène. Il était accro à l'hydrogène. Et non pas accro au H. Ça serait une autre blague à ne pas faire. Fait que quand son rayon de lumière était absorbé par un hydrogène, c'était le même rayon de lumière avec la même longueur d'onde, la même couleur que son spectre d'émission. Fait que le spectre d'absorption est vraiment l'inverse du spectre d'émission. J'espère que je l'ai bien expliqué. Je l'explique-tu une autre fois? Peut-être le spectre d'absorption une dernière fois. Fait qu'imaginez-vous, on n'est pas loin de Vénus. Le Soleil passe derrière Vénus, puis nous, on observe Vénus. Les rayons de lumière du Soleil, le Soleil émet tous les rayons de lumière. Fait que, en voyant de la lumière, il y en a dans le Soleil. Tout passe à travers le gaz à la surface de Vénus. Là, il y a certains rayons de lumière qui vont être absorbés. Toutes les autres vont nous venir dans notre... Puis on va être ébloui. Puis là, quand on passe à travers un prisme, on va voir toutes les couleurs possibles, sauf celles qui vont avoir été absorbées par Vénus. Si dans le gaz autour de Vénus, il y avait un gaz capable d'absorber, mettons comme l'hydrogène, la lumière rouge, la lumière verte, la lumière bleue, eux autres ne pourront pas passer. Puis quand nous, on va le percevoir, on va voir tout le spectre, sauf ceux qui vont avoir été absorbés. Donc, il y avait de l'hydrogène à la surface. Puis c'est comme ça qu'il y a quelques semaines, on a découvert du pH3 à la surface de Vénus. Y a-t-il des êtres vivants là-bas? En a-t-il déjà eu? Est-ce qu'il y a de la vie qui n'est pas basée sur l'eau là-bas? Oh, on ne sait pas, mais ça pourrait être vraiment le fun. Comme quoi que ça, c'est... La découverte de Bohr, c'est encore hyper utile aujourd'hui. On l'utilise à fond. C'est vraiment trippant. Bohr a sorti ses mathématiques un peu comme Millikan tantôt, puis il tripait, puis il a été capable de prédire l'existence de raies de lumière invisibles. En ça, c'était tout du visible, mais il y en a dans l'ultraviolet, puis il y en a dans l'infrarouge aussi. Fait que ça, en faisant ces calculs, il tombait sur des longueurs d'onde invisibles à l'œil nu, mais en mettant un détecteur d'ultraviolet, on les a découverts. Comment il s'appelle le gars qui les a découverts? Pour les ultraviolets, je pense que c'est Lyman. Puis pour les infrarouges, celui qui les a toutes mesurées, c'est Paschen. Mais ils ont toutes été prédites par Bohr.